Épisode 384 des Technos, enregistré exceptionnellement un mercredi, le mercredi 11 janvier, pour des raisons de planning, avec ces deux cocos. D'un côté, nous avons Benoît, salut Benoît, et de l'autre, nous avons Xavier, salut Xavier. Meilleurs vœux aux uns et aux autres, on peut encore, à cette date-ci, donc voilà, meilleurs vœux. Et bienvenue à vous qui avez choisi une fois de plus d'écouter un épisode des Technos. Il y a un planning un peu chargé, il se passe des choses dans l'actualité, vous vous en rendez compte, mais comme on ne fait pas les choses comme tout le monde, ce seront des choses d'actualité que vous avez peut-être pas vues ailleurs, ou entendues ailleurs. Donc ça c'est bien, c'est complémentaire, on va dire ça comme ça. Et comme on a beaucoup de choses à dire, il y aura, comme toujours d'ailleurs, un bonus, le bonus 384 qui arrivera prochainement, ou qui est peut-être déjà là, tout dépend évidemment à quel moment vous écoutez l'épisode 384. Est-ce que vous avez un truc avant de commencer à ajouter, un truc à dire, une annonce à faire? Non, mais moi, à part le fait que les bonnes ou les mauvaises résolutions commencent mal, puisque je m'étais dit que je limiterais ma participation à environ une fois par mois. Ici, ça fait même pas une semaine, la dernière, donc oui, voilà. c'est ça, c'est pour la petite histoire, tous les ans, mais tous les ans, et Benoît en est témoin, Xavier nous dit, oui, mais cette année-ci, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus que l'année passée, je dirais une fois par mois, maximum. Et chaque fois que je regarde, il en fait chaque fois une de plus par saison. Donc, voilà, c'est comme ça, que voulez-vous, c'est toujours un vrai bonheur de participer à un épisode, ça te libère, oui. Voilà, et t'as plein de trucs à dire intéressants en plus, donc c'est pas plus mal. Allez, on commence notre abécédaire, puisque c'est comme ça, je le dis toujours, je le rappelle à ceux qui ne nous connaissent pas bien, c'est sous forme d'un abécédaire qu'on vous propose cette revue de presse, et cet abécédaire cette semaine commence par la lettre B, B comme banque, Benoît. On va parler de carte bancaire, une carte bancaire un tout petit peu particulière puisque elle s'exprime. Voilà, elle te dit ce que tu es en train de payer. Et c'est la carte bancaire qui te dit ce que tu es en train de payer sur ton téléphone. C'est Thales qui a mis ça en place. Alors, non, elle te donne le montant en fait, le prix. Après tu décides, c'est ton problème. C'est Thales qui a mis ça au point. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais l'idée c'est de rendre les cartes plus faciles d'emploi pour les personnes qui sont malvoyantes. Et donc le principe c'est que la carte contient un petit système émetteur extrêmement miniaturisé qui va communiquer avec ton téléphone pour lui passer l'information disant voilà le montant qu'on demande de payer, et donc ça permet à la personne malvoyante d'avoir confiance, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal d'arnaques de commerçants qui mettent un montant qui n'est pas le vrai montant annoncé, et la personne malvoyante fait son code et puis elle a payé. Et donc là, avant de payer, la carte va te dire, voilà, vous avez pour, je sais pas moi, si c'est un pain, quelques euros, et puis après tu fais ton code ou tu fais pas ton code, ça c'est comme tu le souhaites pour payer. L'originalité de la solution, c'est que c'est pas le terminal, parce qu'il y a déjà des terminaux comme ça, il y a une nouvelle génération de terminaux qui inclut comme ça une solution d'accessibilité, également basée sur le smartphone. Et donc là c'est carrément la carte elle-même, ce qui veut dire que ça va fonctionner avec tous les terminaux. C'est pas nécessaire que le marchand se soit équipé d'un terminal spécifique, etc. La carte ne parle pas elle-même, donc je dis que la carte parle, mais c'est pas tout à fait correct. Je répète, elle communique avec le téléphone, parce que généralement, apparemment, les personnes malvoyantes ont un équipement sur leur téléphone qui leur permet, voilà, de bien, enfin, qui leur est confortable. Ça leur permet d'avoir quelque chose qui leur est confortable, plutôt qu'une solution un petit peu clé en main, tout complète, mais qui correspond pas vraiment à leurs habitudes, à leurs usages. Donc, il semblerait, c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses, que pour les personnes malvoyantes, voilà, déporter l'information sur leur téléphone, de là ils ont le matériel qui leur permet de se réorganiser. Donc l'idée de départ, c'était de rendre la carte de paiement plus accessible, mais Thales dit que le système pourrait également être utile dans d'autres cas de figure, et par exemple ils disent quand on est à l'étranger, et là j'ai pas franchement compris, parce que si on exclut les malvoyants, je veux dire, le prix, il est toujours affiché avec les mêmes chiffres, donc j'ai pas trop compris à quoi ça servirait que la carte dise le prix. C'est vrai que parfois, tu as le commerçant qui te donne un prix et tu sais pas quel est le prix enfin, tu comprends pas, mais à un moment, ça s'affiche sur ton terminal et puis tu peux vérifier, donc j'ai pas compris le côté rappel vers l'étranger. Mais par contre, je trouve que l'idée est bonne de permettre de l'accessibilité. Il y a une banque en Turquie qui va être la première banque à proposer cette solution.
Je trouve ça génial, moi personnellement. Je sais pas ce qu'en pense Xavier. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Bah, c'est évidemment génial pour permettre pour rendre ça un petit peu plus sécurisé pour les personnes malvoyantes. Maintenant, il va falloir faire attention si tu vas au resto avec ta copine ou que tu veux lui offrir un cadeau, il va pas falloir payer devant à côté d'elle. Et je confirme ce que tu disais, Benoît. Effectivement, les malvoyants ou les déficients visuels, comme on les appelle, sont relativement bien équipés en smartphone. Ça a l'air paradoxal comme ça, mais il y a plein d'outils qu'ils soit leur sont destinés, soit qu'ils détournent à leur avantage, de manière très intelligente souvent. On en avait d'ailleurs parlé, je sais pas si vous en souvenez, dans une série de hors-série qu'on avait réalisée avec Sébastien. Je vous renvoie vers cette série de hors-série. Vous les retrouverez assez facilement, soit sur notre chaîne YouTube, soit dans notre site lestechno.be en tapant simplement en recherche déficience visuelle. Vous allez retrouver tous ces épisodes, enfin en tout cas ces numéros de hors-série. Il y en avait 6 de mémoire ou 5 disponibles où on avait abordé tous les sujets liés aux technologies justement et l'aide que ça pouvait donner aux déficients visuels. Oui, Xavier. Ça me fait penser, je reviens plus sur le nom, mais si vous faites une recherche, vous devriez trouver ça assez facilement. J'avais installé à un moment une app qui permettait d'aider des personnes malvoyantes, en fait. Donc en gros, c'est une personne malvoyante qui a l'application, elle appuie sur un bouton, et avec sa caméra, elle filme ce qu'elle a besoin de faire, et la personne qui est contacté après de l'autre côté de l'application, voit la caméra de la personne et peut lui dire, ben voilà, par exemple, appuie sur le bouton, enfin, le bouton rouge, il est à gauche, le bouton vert, il est à droite. Voilà, un exemple concret. Mais donc je trouvais l'idée très sympa aussi, quoi. Plein de choses à faire avec ces outils-là et qui rendent service, mais vraiment service, c'est pas des gadgets, c'est vraiment utile. Bien vu, cette histoire de carte. Moi, je trouverais ça assez original aussi, qu'elle nous parle à nous, qu'elle nous dise, j'ai vu moins cher ailleurs, moi j'aurais pas acheté ça. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a moyen de pimper le truc pour arriver à avoir des messages un petit peu particuliers, tu vois, moi je trouverais ça assez original. Je constate un truc, c'est juste une private joke entre nous. Je constate, Benoît, que depuis que tu travailles dans le bâtiment, tu te laisses pousser la barbe. On a 2 barbus dans l'équipe maintenant, voilà, c'est dit. Allez, on passe à la lettre C, maintenant le populaire, très populaire, même peut-être trop populaire, ChatGPT, chat GPT, comme disent les Français. Xavier, on va parler de cette association, ou en tout cas cette possible association avec un gros joueur, on va dire, qui est Microsoft. C'est en bonne voie en tout cas, mais oui, on n'arrête pas d'en parler, ça fait un petit peu le buzz pour le moment, cette intelligence artificielle ChatGPT qui d'ailleurs est pour le moment quasiment tout le temps down. Ils sont victimes de leur succès. Il y a vraiment une multitude de requêtes qui sont abandonnées parce que les serveurs sont surchargés. On a d'ailleurs encore une université récemment qui a annoncé ils s'étaient rendu compte très récemment que un des travaux qu'ils ont remis, il y avait 50% des étudiants qui avaient triché en utilisant ChatGPT avec. Donc voilà, c'est vraiment pas prêt d'être terminé cette histoire-là. Mais donc Microsoft est fortement intéressé par ça. On en parle par exemple parce ils pourraient vouloir intégrer l'outil à Bing pour faire une concurrence directe à Google. Et donc Microsoft serait prêt à investir apparemment 10 milliards de dollars dans OpenAI. Alors 10 milliards de dollars, c'est pas un montant de rachat, c'est juste un investissement puisque l'évaluation potentielle de OpenAI serait de 29 milliards de dollars. Il y aurait donc 49% qui reviendraient à Microsoft, 49 autres % pour un autre groupe, je ne sais plus, et alors 2% simplement pour l'association à la base ChatGPT, qui était à la base une association sans but lucratif, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour un produit qui est encore en base expérimentale, c'est déjà une très très belle valo, et on sait qu'ils vont devoir donc trouver des moyens de générer des profits avec ça. On parle d'ailleurs tout récemment d'un ChatGPT for Professionals qui commencerait à montrer le bout de son nez pour donner sans doute un accès prioritaire et peut-être des fonctionnalités
avancé aux professionnels. En SEO, par exemple, ça marche très très bien. Moi, j'ai testé le truc. Je lui donne un texte relativement long et je lui demande de me sortir 5 mots-clés pertinents pour le SEO. Et il le fait et de manière très pertinente lui-même. Voilà. Par contre, il y a d'autres trucs. Ça dépend un peu où il va se documenter aussi. Hein. On l'avait déjà mentionné dans un épisode précédent. Il m'a quand même raconté de grosses carabistouilles par rapport à dans des domaines qui sont pourtant du domaine public. Hein. Il suffit d'aller ouvrir Wikipédia et vous avez une information qui sera à mon avis juste. Par contre, ce que vous dit quand vous demandez une biographie, par exemple d'un personnage, ce que vous dit ChatGPT n'est pas toujours très au point. Je sais pas ce qu'en pense Benoît. On n'a pas encore eu le temps d'échanger là-dessus, Benoît, avec toi sur le ChatGPT en particulier. On va pas étendre sur toutes les intelligences artificielles parce qu'on ne sera pas couché sinon. Mais c'est intéressant de voir que Microsoft voilà une manière. Enfin, je pense à Bing. C'est vraiment le produit qui marche pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression vraiment qui est très en retard par rapport à Google. Donc c'est intéressant de voir Microsoft, dont on se souvient peut-être les plus anciens, à une époque décriait énormément tout ce qui est open source, etc. Ils voient maintenant une planche de salut pour essayer une xème fois peut-être depuis quelques années. Depuis quelques années. Oui, non, ils ont changé. Et attention, je dis pas que c'est pas un retournement de veste récent, mais non. Tu vois, si tu te souviens du Microsoft qui disait que l'open source était un cancer, ce qui n'était pas des mots neutres, et puis qui aujourd'hui se dit bon, Bing marche toujours pas, on va essayer encore autre chose. C'est assez amusant. Mais c'est vrai, c'est le premier truc que moi j'ai lu quand au sujet de ChatGPT, quelqu'un qui avait écrit un article en disant Google n'a qu'à bien se tenir. Ce qui est pas tout à fait faux, parce que une recherche, enfin la réponse que te donne ChatGPT quand tu poses une question. Et je pense particulièrement quand tu es aux études et que tu poses une question liée à des études ou un savoir-faire ou comment poser du parquet ou enfin tu vois des trucs qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Non, ça marche pas, je t'assure. Ça marche pas. Donc la réponse telle qu'elle est formulée par ChatGPT est plus engageante que la réponse que va donner Google, même si Google s'est perfectionné aussi, s'améliore sans cesse, etc. Mais je veux dire la pertinence du propos de ChatGPT, en tout cas, ça donne envie d'y croire. Alors après, s'il dit des carabistouilles, ça c'est un autre problème, mais voilà, c'est... il faut vraiment se méfier et vérifier ses sources. Mais... Il faut toujours vérifier ses sources, parce que par exemple, Sergey Brin n'a pas créé SpaceX. C'est ce que ChatGPT m'a dit quand j'ai demandé une biographie de Sergey Brin. Donc voilà, par exemple, mais ça, c'est même pas une... Le fait que ce soit dans des phrases bien construites, contrairement à ce que moi je fais pour l'instant, ça donne envie d'y croire. Beaucoup plus que quand c'est simplement un texte, enfin voilà, bullet point, comme on dit, point A, point B, point C, cliquez là et allez voir vous-même. Donc du coup, on le lit comme ça, on se dit, ah bah ouais. C'était écrit. Mais non, c'est pas juste, voilà, c'est... après, bon... On pourrait lancer à l'occasion un débat sur ce type de création, d'écriture automatique par des intelligences artificielles telles que celle-là, ou dans l'art, ou dans etc., etc. Mais on n'a pas le temps. Il y a plein de choses encore à dire dans d'autres sujets, sauf si vous vouliez rajouter une petite louche. Juste en passant comme ça, question de provoquer un petit peu les commentaires de nos auditeurs. Non, même pas. Bon, ok. Bah, ils peuvent par exemple nous donner un cas concret qu'ils ont utilisé, qui était sympa. Oui. Voilà. Ou partagez votre usage. Partagez votre expérience, tant que c'est encore possible, parce que il y a quand même un modèle payant de ChatGPT. J'avais un petit peu regardé. En tout cas, l'accès à l'API est payant. Système de points un petit peu à la Google, et donc celui qui aurait l'idée d'intégrer ChatGPT dans une application mobile par exemple, verra à mon avis son portefeuille fondre comme neige au soleil et sa carte de banque lui dire hey, oh arrête si elle parle. On est à la lettre H, hop j'ai perdu ma souris, elle est là, la lettre H comme Hapta. Tiens, Benoît, de quoi s'agit-il? C'est une aide au maquillage, tu changes. Benoît, tu voilà. changes. C'est vrai que la barbe, peut-être. Non, c'est dans les annonces du CES, parce que vous savez qu'il y a eu le CES là. Bien sûr. Et il y a beaucoup de trucs qui étaient franchement pas intéressants, mais c'est là m'a un peu tapé dans l'œil. Je réalise que j'ai 2 sujets pour des personnes avec, qui ont besoin d'assistance, parce que celui-ci c'est pour permettre à des gens qui ont des problèmes de mobilité de se maquiller, enfin des femmes plutôt a priori, je sais pas qu'il y a d'interdiction, mais a priori ils produisent des signes plutôt aux femmes. Ce qui m'a moi
taper dans l'œil dans le produit, je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée, je vais expliquer dans un instant, mais ça me fait vraiment penser à ces stabilisateurs qu'on utilise en vidéo, parce que ça ressemble vraiment en termes de produit, exactement, à un gimbal, mais sur lequel tu vas mettre un rouge à lèvres et qui va permettre à quelqu'un qui a des difficultés motrices de se maquiller. Parce que donc ça vient de L'Oréal, le fabricant de produits cosmétiques, qui cherche à rendre ses produits plus accessibles. C'est apparemment une tendance en ce moment, c'est dans le domaine de la beauté, c'est d'avoir quelque chose qui soit inclusif, etc., etc. Et donc, ils se sont appuyés sur un développement technique pour concevoir une espèce de bâton au bout duquel tu vas mettre le rouge à lèvres et l'idée c'est que le bâton va tenir le rouge à lèvres très bien. Donc quelqu'un qui a des difficultés motrices va apparemment être capable d'appliquer le rouge à lèvres correctement. Et vraiment, enfin moi j'ai vu un gimbal photo, mais avec autre chose dessus, et ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus. Alors, le produit va sortir, donc il a été annoncé au CES, ils espèrent le sortir en 2023. Je retrouve la marque du groupe L'Oréal pour lequel ils vont le sortir. Ça va sortir avec Lancôme, voilà. Oui. Donc, il y a une de leurs marques. Mais ce sera pas limité aux produits Lancôme, hein, donc on pourra mettre n'importe quel stick de rouge à lèvres dessus. Ils annoncent également que, dans cette démarche plus inclusive, ils vont travailler à d'autres types de produits parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de difficultés, notamment des difficultés pour accéder aux emballages parce que c'est apparemment pas si simple que ça de déballer pour certaines personnes le tube de rouge à lèvres, hein, tu sais, il faut tirer tu sais peut-être pas, mais t'as peut-être vu une femme qui le faisait, tu dois tirer sur les deux trucs et puis tu dois dévisser, donc c'est pas super accessible. Non. Et donc il travaille également à tous ces aspects-là, paraît-il. Ceci n'est donc apparemment qu'un premier produit. Et j'ai regardé un petit peu les vidéos qui le présentent, et c'est vrai que on y pense. Enfin, ça va peut-être paraître stupide ce que je dis, mais on ne pense pas nécessairement. Mais les femmes disent, on a envie d'être élégante et on a cette difficulté d'être complètement dépendante de quelqu'un d'autre pour le maquillage. Et donc ça permet une première autonomie par rapport au maquillage. Et donc elles étaient vraiment très enthousiastes sur le produit. Et moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et dans la foultitude des gadgets inutiles qui sortent actuellement au CES, c'est là m'a un petit peu tapé dans l'œil. Mais je trouve même si je suis pas utilisateur, même si je suis pas cible du produit. Non, mais ce que je voyais par exemple, parce que tu parlais du rouge à lèvres, mais ça peut être aussi du mascara, etc. Alors apparemment, c'est plus rouge à lèvres pour le moment. Ils disent qu'ils vont travailler sur d'autres types de maquillage, mais que pour le moment, chaque maquillage aura apparemment un peu ses spécificités. Parce que le mascara, du coup, il renvoie à un problème lié aux non-voyants. Parce que du coup, non mais sans rire, parce que par exemple, pour aussi, par exemple, se mettre du collier dans les yeux, tu vois, des gouttes dans les yeux, c'est pas toujours à la portée de tout le monde non plus, même de quelqu'un de valide, hein. Je serais tenté de dire. Oui, parce qu'on a toujours la main qui tremble un petit peu, etc. Et je trouve que l'idée, on pourrait le développer, le transformer, le détourner, pour l'utiliser dans des situations où, effectivement, on a un peu de difficultés, ou des difficultés tout simplement à atteindre certaines parties du corps, pour se soigner, pour une raison ou pour une autre. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Xavier de cette idée-là. Mais ça me rappelle un autre projet qui date déjà d'il y a quelques années. Je suis pas certain. Je me demande même si on n'en avait pas parlé dans un épisode. Mais c'est une cuillère ou une fourchette. On pouvait, je pense, interchanger le bout de l'ustensile, qui était destiné justement aux personnes avec des problèmes neurologiques et donc qui avaient du mal à boire de la soupe, en fait, tout simplement avec une cuillère. Et en fait, cette cuillère jouait un peu un rôle de gimbal pour compenser les mouvements de la personne, et ça me fait penser à ça. Et c'est évidemment toutes des technologies qui sont utiles, et c'est passionnant de voir des développements comme ça. Ça, c'est la technologie qu'on aime bien, au-delà de l'aspect cosmétique, etc. Voilà, hein, ça c'est autre chose. Mais voilà, si ça rend service et si ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Tant mieux. J'ai rien à rajouter. J'hésitais à vous parler de DJI ou de ça.
C'est autre chose. DJI, il y avait un nouveau gimbal, donc. Ah oui, bah, on en reparlera une prochaine fois. Voilà. Si on arrive à se maquiller avec, ce sera top. I comme immersion, Xavier. Tu vas nous parler de quoi? Parce que ça, c'est encore une info CES, mais je n'ai pas préparé cette news, donc je ne sais pas. C'est un projet asiatique. Donc c'est une start-up japonaise qui s'appelle AromaJoin et le but en fait c'est d'augmenter l'immersion, la sensation d'immersion dans différents types de contenus, donc que ce soit des films, des jeux vidéo, même certains projets IoT ils visent ça. Mais donc l'idée c'est de pouvoir combiner dans une application un outil qui va permettre une sensation d'immersion plus importante. Et donc, ils ont une plateforme qui est entièrement dédiée à combiner du contenu vidéo à un contenu olfactif qu'ils ont appelé Aroma Player. C'est un projet qui a été présenté au CES 2023 et ça va permettre aux utilisateurs de sélectionner une vidéo, d'associer un petit peu comme des sous-titres à un timestamp spécifique à une odeur particulière et ils ont utilisé un appareil qu'ils ont nommé Aroma Shooter qui se présente un petit peu sous la forme j'ai envie de dire d'une grenade hexagonale. Ça a la taille un petit peu, évidemment c'est pas le même usage, mais qu'une grenade, et ça va contrairement à d'autres outils, ça va pas projeter du liquide ou ce genre de choses. C'est vraiment ici ils disent qu'ils vont projeter de manière granulaire les odeurs directement dans le nez de l'utilisateur, et le système utilise des cartouches interchangeables. Il y en a certaines qui sont fournies avec. Je pense qu'il y a environ une centaine d'odeurs qui sont préconfigurées et qui vont pouvoir combiner, etc. Ça vise évidemment à ne pas laisser des mauvaises odeurs à long terme après l'utilisation. Et le projet est financé actuellement sur une plateforme de crowdfunding. Il a atteint, ils vendent ça aux environs de 1000 euros. Chaque cartouche, c'est une cinquantaine d'euros. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter cette sensation d'immersion dans les différents types de contenus visuels, audiovisuels, VR, etc. Je vais paraître un peu vantard, mais j'aurais dû breveter cette idée il y a facilement 25 ans. J'avais fait une petite capsule radiophonique humoristique où j'avais imaginé un appareil qui s'appelait le Commodore. Rapport au Commodore, voilà, mais qui générait des fragrances en fonction de l'endroit où on posait la souris. Par exemple, si tu passais ta souris sur un citron, ben ça sentait le citron. Si tu passais ta souris sur un truc, ça sentait le chien mouillé, etc., etc. Et j'avais fait cette petite parodie. Il faudrait que je la retrouve pour vous prouver mes dires, mais mais voilà. Je pense que souvent quand une idée comme ça germe dans l'esprit de quelqu'un, le mien ou celui d'un autre, on est rarement seul. Mais c'est pas une idée qui est neuve, hein, clairement pas. Non, ici, je pense que c'est plutôt la façon de l'appliquer qui est innovante. Et alors, ils ont développé tout des SDK pour les développeurs, que ce soit en web, Node.js, enfin vraiment tout un tas de SDK pour pouvoir utiliser ça et mettre ça à disponibilité des développeurs. Donc voilà, ça a l'air sur le papier assez abouti. Qu'est-ce qu'il en pense, Benoît, de cette histoire-là? Il en pense deux choses. D'abord, quand j'avais vu la news aussi, et ça m'a d'abord fait rire parce que t'es pas le seul à en avoir fait une capsule humoristique, Marc. Je pense que pendant des années, il y a eu des 1er avril autour de ce sujet. Enfin, c'était le truc. Et donc, ça m'a immédiatement fait penser à tous ces gags du passé. Et la deuxième chose, c'est, je veux dire, quand on voit les lunettes 3D, ça n'a pas fonctionné. Quand on voit, il y a eu un système à un moment de goût, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Tous ces trucs où on essaie de rajouter des sens, j'hésite à dire, ça a beaucoup de sens, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est, oui, parce qu'on est très limité en finalement notre interaction avec la machine. On a le sens visuel, on a un petit peu le sens auditif. On a un léger retour moteur haptique mais voilà, donc ça semble quelque chose qui a beaucoup de bon sens et malheureusement j'ai l'impression que tous ces produits se sont viandés les uns derrière les autres, donc
je parierais pas énormément. Je suis très curieux, je leur souhaite beaucoup de succès parce que je trouve que l'idée est géniale, mais je parierais pas énormément sur le succès du produit. Pour rester sur la même veine, et je me moque pas, mais des sujets que tu as abordés jusqu'à présent, Benoît, imaginons un tétraplégique qui aurait besoin d'avoir un signal d'une manière ou d'une autre, et en plus de ça qui serait non-voyant, j'en rajoute une louche, qui aurait besoin d'avoir un signal lui indiquant par exemple que le téléphone sonne, etc. L'odeur pourrait être un vecteur de communication qui n'est pas à dédaigner quelque part. Oui. Moi, je rejoins Benoît sur l'aspect peut-être ludique ou en tout cas l'usage au quotidien dans le milieu, enfin chez soi, dans son salon. Par contre, je pense qu'il pourrait y avoir des applications professionnelles à ça. On sait par exemple que dans les vendeurs de voitures, ils essayent de mettre des odeurs particulières dans les véhicules, etc. Et donc peut-être que quand on veut présenter un catalogue et qu'on passe d'un produit à un autre, que ce soit sur une tablette, hein, même, je veux dire, ou ce genre de choses, peut-être qu'il y a des applications professionnelles à ce genre de contenu. Mais voilà, c'est une idée parmi d'autres. En même temps, avoir l'odeur de voiture... Enfin, oui. Enfin, mais en fait, Benoît, t'as tout à fait raison. C'est que là, on est en train de chercher une application à ce truc. C'est pas la première fois que ça nous arrive de parler d'un produit et de comme ça, en parlant derrière, d'essayer de lui trouver une application. Et là, on a quand même un petit peu de mal parce que je ne souhaite ça à personne, mais des tétraplégiques malvoyants, il y en a quand même pas beaucoup. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, voilà, ouais, je sais pas. Ça peut être amusant. Il y avait eu, il y a très longtemps, très longtemps, des cinémas qui proposaient des films en odorama, où vous aviez des petites plaquettes à gratter. Avec des numéros, et un numéro s'affichait à l'écran, et quand on arrivait à cette séquence-là, vous grattiez le numéro 4, et ça sentait, je sais pas moi, la banane, ou un truc du genre, parce qu'il y avait une banane dans l'écran. Ça n'a pas duré non plus, t'as raison Benoît, on en a pas fait des tonnes, et voilà, J'ai eu des cartes de jeu quand j'étais gamin, je sais plus si c'était les Crado ou un truc du style, et il y avait certaines cartes qui avaient des odeurs dégueulasses. Ça vous dit rien, ça? Moi, j'ai joué avec ça quand j'étais petit. Ouais, je ne sais pas. Si vous avez je suis certain, voilà. On va relancer la communauté. Mettez-nous ça en commentaire si vous n'êtes pas les seuls, ou envoyez-nous une petite photo d'une carte comme ça si vous en avez par exemple, encore. ou si vous en avez encore, n'hésitez pas à les garder pour vous et à nous en parler. Donc, voilà. Ok, on a fait le tour de cette immersion, si vous voulez bien. On passe à la lettre L comme loi, Xavier. On parle de crypto-monnaie. Certains influenceurs qui ont fait la promotion de services de crypto-monnaie ou de crypto-monnaie, on va être un petit peu plus contrôlés, manifestement. Voilà, donc ce sont deux députés français qui, à mon avis, à juste titre, ont fait une proposition de loi qui vise à encadrer fortement les activités des influenceurs sur Internet. Alors, on sait qu'historiquement, il y a eu vraiment une tonne de scams, donc d'arnaques qui ont été faites avec les crypto-monnaies. Moi, je suis plutôt un fervent défenseur de cette technologie et du potentiel quand il est utilisé à bon escient, mais c'est effectivement une source de beaucoup d'arnaques. Il y a des gens qui ont essayé de faire des sous avec ça et d'autres qui ont essayé d'en profiter. Et donc, il y a eu toute une mode où plein d'influenceurs, on a vu des gens qui sont influenceurs de mode ou autres se lancer dans des recommandations pour des crypto-monnaies, quoi. Donc c'est vraiment aucun rapport. Et donc en faisant de la promotion comme ça pour des opportunités d'investissement pour des cryptos complètement inconnus, ils ont contribué à arnaquer des personnes et dont certains ont perdu vraiment de grosses sommes, parfois toutes leurs économies. Et donc ici il y a un projet de loi qui a pour but de lutter contre ça. Donc les influenceurs qui sont sur des réseaux sociaux ou autres vont enfin en tout cas c'est le projet de loi, devrait être interdit de publier ce genre de promotion, donc d'actifs numériques comme les crypto-monnaies, contre rémunération. Et donc cette loi, elle va être examinée normalement en février par l'Assemblée nationale en France, et si elle est validée, elle pourrait être adoptée en fin d'année. Alors les sanctions sont quand même assez lourdes, puisque l'objectif, c'est d'interdire cette pratique, mais en cas de validation du passage de cette loi,
même si on affiche clairement qu'il y a un post qui est lié à une crypto qui est sponsorisée par l'influenceur, en cas d'infraction, l'influenceur pourrait être sanctionné d'une peine de prison de 5 ans et d'une amende maximale de 375 000 €. Je pense que ça peut quand même être dissuasif et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt une bonne idée. Benoît. Je pense que ça a beaucoup de sens d'encadrer l'activité des influenceurs. Il y a énormément de dérives, pas juste dans le domaine de la crypto, et ça fait du mal à beaucoup de gens. Ça fait du mal aux gens qui croient, par exemple, que les parquets c'est facile à installer, alors que ça l'est pas du tout. Ça fait du... On a un private joke sur le sujet, si vous n'avez pas compris. Mais je veux dire, il y a plein de, et ça fait également du mal à des gens qui, comme nous, essayons de faire un contenu correct en disant ce qu'on pense des produits, en n'ayant pas de sponsoring des produits. Et donc moi je pense que un encadrement a beaucoup de sens. Après, est-ce que la peine de prison, est-ce que les montants d'amende qui sont présentés là sont les bons montants, ça je vais pas me prononcer là-dessus sans avoir lu un peu plus. Mais t'as raison, en fait c'est plus ça le problème, c'est pas tellement les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies c'est un produit parmi tous ceux que promeuvent les influenceurs ou certains influenceurs du moins. Il y a, je pense aussi en Belgique, un projet qui vise à encadrer les influenceurs, comme par exemple indiquer quand ce sont des produits, quand ils sont rémunérés pour parler de certains produits. Alors j'adorais ça parce qu'il y a une télévision qui avait tendu un micro et justement une influenceuse qui avait dit que c'était pas normal de devoir faire ça parce que du coup ça allait faire beaucoup moins spontané. Donc il y a quelque part vraiment la volonté de tromper son auditoire. C'est conscient, c'est pas juste. Et l'autre aspect, c'était de voir, puisque ce sont des entrepreneurs, d'indiquer leur adresse quelque part. Et là aussi, du coup, c'était levé de bouclier. Ouh là là, mais vous vous rendez pas compte, si les gens sont pas contents du produit, ils vont venir chez moi. Bah oui, bah c'est prendre tes responsabilités, fillette ou gamin. Tu vois, on a mis des dizaines d'années à encadrer le monde de la publicité, et on y est plus ou moins arrivé correctement en mettant des jalons, déjà en évitant de mettre de la publicité proche de produits pour enfants, par exemple, genre dessin animé à la télévision. Enfin, je vois les mots dubitatifs de Benoît, c'est pour ça que j'essaie d'argumenter, mais il y a un encadrement, on doit mettre des jalons, dire voilà, ça c'est de la publicité, l'annoncer, il faut que les gens comprennent, etc. Et puis à côté de ça, on voit que sur les réseaux sociaux, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, ça va pas, c'est une véritable dérive. Alors on comprend que les annonceurs sont friands de ce genre de possibilités, parce que c'est du tout à l'égout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais non, à un moment donné, il va falloir mettre la hola là-dessus et dire, attendez, vous êtes bien gentils, mais vous trompez votre monde, ça ne va pas, quoi, voilà. Mais il y a déjà le problème dans la presse du public reportage, que les gens ne comprennent pas comme étant de la publicité. Non. Donc, c'est un sujet qui doit vraiment être creusé de façon profonde, quoi. Et le fait est que tu as toute une zone grise qui est immense avec tiens, j'ai reçu le produit pour le tester, mais je vous dis ce que j'en pense vraiment. Parce que c'est une pratique traditionnelle dans la presse, par exemple. Les journalistes achètent pas les produits qu'ils testent, faut quand même être réaliste, ils les reçoivent. Alors parfois ils doivent les retourner, et donc en quoi c'est différent pour un influenceur? Il y a il y a énormément, enfin c'est un sujet vaste. C'est bien de voir que ça démarre. Juste toute petite parenthèse, il y a un produit que les influenceurs et les testeurs dans le domaine high-tech achètent avec leurs sous-sous parce que la marque en question ne distribue pas à la presse d'appareils, c'est Apple. Et ils ont, on le dit en passant, toujours un retour sur investissement. C'est-à-dire que s'ils achètent un appareil 1200 € par exemple, ils le testent en long, en large, en travers. S'ils ont un peu pignon sur rue, s'ils ont quelques abonnés sur YouTube, ils vont rentabiliser ces 1200 € assez rapidement, d'autant plus que l'appareil, après, ils vont le revendre. Donc, voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a de temps en temps des exceptions à ce que tu disais, mais c'est vrai que du coup, quand tu essayes de faire de l'information et que tu essayes de tester des choses de manière honnête, etc., tu te dis, non, on va pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle chez nous, on a arrêté de faire des hors-séries il y a déjà quelques années maintenant, parce qu'à un moment donné, on se disait, mais les gens vont croire qu'on est payé pour parler de ce produit, alors que pas du tout, et que
simplement le fait de dire on n'a pas été payé pour nous rend en même temps un peu suspect. Donc que voulez-vous, c'est le monde qui est ainsi fait, donc du coup démerdez-vous. Je sais pas si on est peut-être un peu en train de sortir du temps sur le sujet, mais il y a quelques bonnes pratiques, il y a quelques pratiques qui sont intéressantes, mais qui sont évidemment pas accessibles à tout le monde. Je pense à un YouTuber qui s'appelle James Hoffman, qui est quelqu'un qui travaille qui fait des vidéos sur le café, et ce qu'il fait, c'est qu'il a un Patreon, tu sais, le machin où tu payes les... Et en fait, et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à le faire maintenant. Avec cet argent-là, il achète des produits qu'il teste, et puis il donne le produit, genre une espèce de loterie. Ce qui fait que tu as un intérêt à le soutenir, parce que tu peux, dans une espèce de loterie, gagner parfois une daube, parce que parfois il teste le truc et il dit c'est vraiment des daubes, et puis parfois des produits extrêmement intéressants. Il a testé des moulins à café à 3-4 000 euros, par exemple. Et tu peux le... Est-ce qu'il demande aux gens aussi, tiens, est-ce que vous avez une idée de produit à tester, et si vous mettez... Alors il y a des modèles comme ça, donc il y a des modèles viables. C'est ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il y a des modèles viables. On n'est pas obligé de faire les modèles malhonnêtes que nous dénoncions à l'instant. Alors, on va poser la question à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts à payer pour que nous testions des produits et peut-être que vous gagnerez ces produits lors d'une loterie. Voilà, je pose la question en toute honnêteté. On vient d'en parler. C'est un modèle que je ne connaissais pas. Et on verra bien si certains d'entre vous arrivaient à la 35e minute de cet épisode, se disent, mais c'est une bonne idée qu'ils ont eu là chez les technos. Mais bien sûr, je mets la main au portefeuille. Moi, je veux bien te payer pour tester... Pas ça. Pardon. Je sais, moi. Je veux bien te payer pour tester la nouvelle Prusa. Il va falloir faire un long crowdfunding. On est à la lettre Q, Benoît, pour parler de QI2. Oui. C'est la fin. Je pense que ça dit chi, non ? Ah, peut-être. Ah, et maintenant que tu le dis. C'est en tout cas le MagSafe universel. Ça va parler à... Voilà, exactement. Donc, c'est le système de chargement sans fil. Hein. Oui. Et c'est pour ça que je pense que ça se dit chi. Non, je me trompe. Laissez un commentaire pour voir comment vous le prononcez. Mais donc, c'est le standard universel pour le chargement des téléphones. Hein. Tu poses ton téléphone dessus et le téléphone se charge. Et différentes marques ont des solutions un petit peu adaptées. Et Apple, en particulier, a une solution qui s'appelle MagSafe sur les 3 ou 4 dernières générations de téléphones. Tu le poses, il y a des aimants au dos qui font que si ton téléphone se place correctement par rapport au chargeur, ce qui est important parce que s'il est mal placé, la charge est moins efficace, et ça leur permet aussi de faire toute cette batterie de petits accessoires où tu vas avoir une batterie notamment que tu vas pouvoir fixer comme ça et laisser au dos de ton téléphone. Donc le truc est assez sympa, et classiquement comme chez Apple, c'est une solution propriétaire, et tout qui veut faire des accessoires est prié d'obtenir la certification Apple, qui bizarrement n'est pas gratuite mais leur permet d'assurer un écosystème viable. Eh bien, ça change, parce que Apple a proposé à la norme, je vais donc le dire chi parce que je pense comme ça que ça se dit, de faire évoluer leur norme en intégrant essentiellement le MagSafe. Donc en intégrant le même système d'aimant, le même système de reconnaissance d'où se trouve le chargeur et vérifier qu'il est bien placé, et ce qui permet du coup de monter en puissance et de charger plus vite. Et ça va donner la nouvelle norme Qi 2 qui devra arriver fin 2023. C'est évidemment encore une annonce CES. Mais donc, c'est d'une solution propriétaire développée pendant plusieurs années par la marque et qui marche très bien, c'est très chouette, vers après le passer comme une norme ouverte. C'est un petit peu, je pense, une boutade par rapport à ou un pied de nez par rapport à la Commission européenne qui veut imposer l'USB-C comme mode de chargeur universel, ce qui ne plaît pas franchement, et personnellement ça m'embête énormément parce que j'ai du Lightning partout, donc je trouve que c'est complètement idiot ce truc, mais enfin bref. Et donc l'idée, voilà, c'est d'en faire une norme ouverte qui sera donc disponible pour tous les fabricants. Ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'ils n'ont pas repris directement le MagSafe, donc les accessoires MagSafe seront pas compatibles Qi 2 apparemment. Il faudra basculer vers une nouvelle version. On dit ça en parlant de système fermé, mais c'est pas la première fois qu'Apple prend un produit et le rend plus ouvert. Hein. Ils avaient fait ça avec le port
de leur port audio. Enfin, c'est pas fréquent, disons-le comme ça. C'est pas la première fois, mais c'est pas fréquent. Parce que dans l'industrie, même dans l'industrie, c'est pas super fréquent non plus. Sauf peut-être, j'y pense maintenant, peut-être que Xavier se souvient de ça. Il me semble que Tesla a mis en open source le connecteur d'alimentation de leur voiture en espérant que tout le monde allait suivre. Il me semble avoir lu ça quelque part. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr que ce Tesla... J'ai un doute. Honnêtement, je peux envie de dire des bêtises. En tout cas, c'est le connecteur qu'utilise Tesla. Enfin bref, voilà. C'est parce que finalement, c'est pas complètement couillon quand on est industriel de dire tiens, on va essayer de faire en sorte que ça va coûter moins cher à tout le monde, puisque si ça devient une norme pour tout le monde, ça devient un standard. Forcément, les coûts de production vont diminuer. Et ça arrange bien tout le monde finalement parce qu'on va en vendre aussi du coup non. J'ai du peine à croire que la motivation d'Apple puisse être que ça soit moins cher. Ou celle d'Elon Musk. Que ce soit utilisable par plus de gens, parce que c'est une bonne idée et on a un élan de générosité, je peux le croire, mais moins cher, tu vois. Moins cher, non, c'est pas le premier argument, effectivement, de l'industriel, mais le fait d'être universel et de pouvoir en vendre plus, par contre, ça se calcule. Et se dire, tiens, soit je le vends cher et pas beaucoup, soit j'en vends plus et un peu moins cher. Après. Moi, ce que je suis persuadé, c'est qu'ils aimeraient que tout le monde utilise leur standard, mais qu'ils soient le seul à pouvoir le vendre. Qu'ils aillent ça. Non mais arrêtez avec ça. En plus de ça, on le sait tous, hein, c'est pas le mode d'alimentation ou de recharge qui est le plus économe, l'induction. Donc le bon vieux connecteur USB-C. Ça c'est top. Voilà, allez on passe à la suite. T comme TTX. TTX, Xavier, c'est quoi Text-to-speech. Text-to-speech, évidemment. Ah oui. Text-to-speech, donc c'est une intelligence artificielle de nouveau. On parle plus de DALL-E cette fois, qui était cette intelligence qui permettait de dessiner, mais c'est de nouveau un projet d'intelligence artificielle. Microsoft qui a annoncé ce jeudi un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va synthétiser la voix. Donc il l'appelle Val-E. Il va pouvoir simuler de manière vraiment très 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 fiable la voix d'une personne à partir d'un échantillon audio. Et la particularité de celui-ci, parce qu'on a déjà vu ça par le passé, c'est que d'après ce qui est dit par les publications qu'on a consultées, cet échantillon audio pourrait être aussi court que 3 secondes. Et donc sur base de 3 secondes de capture de n'importe quel texte, ils vont pouvoir synthétiser la voix de la personne, conserver la même intonation, les mêmes émotions que l'orateur original va faire, et donc ils vont vraiment pouvoir simuler le fait qu'un texte que vous allez taper, donc le texte de votre choix, ça va pas seulement être du texte prédéfini, puisse être parlé par une voix qui ressemble à celle de l'orateur original. Alors évidemment, ça peut être très utile dans certains cas, mais ça soulève aussi des craintes, puisque on va pouvoir de manière encore plus facile faire des deepfakes assez soutenus et de plus en plus crédibles. Ça me fait un petit peu flipper. Je le dis en passant, parce que voilà, c'est le fait de se dire que quelqu'un pourrait utiliser ma voix pour dire des carabistouilles, alors que je suis tout à fait capable d'en dire moi-même, ça me fait un petit peu flipper. Puis il y a des professions de gens qui parlent, tu vois, donc c'est un peu, je sais pas ce qu'en pense Benoît. Moi aussi, ça me fait flipper. Parce que il y a des utilisations qui ont du sens. Hein. Oui. C'est quel acteur récemment qui a donné sa voix à un studio pour que après son décès, on puisse continuer à produire une série ou quelque chose. Je ne sais plus, mais enfin, vous avez sans doute entendu parler de. Et je me demande si ça n'a pas été utilisé pour Val Kilmer aussi dans le dernier Top Gun. Dans Top Gun 2, effectivement, Val Kilmer, sa voix a été reconstruite, oui. Donc, je vais pas dire que ça a pas des usages qui ont du sens, c'est clairement. Mais ça fout quand même les jetons, parce que la voix, c'est quand même un élément d'identification fort. Quand on entend quelqu'un, qu'on a l'habitude de l'entendre, on le reconnaît. Je veux dire, à la limite, on le reconnaît plus qu'à son écriture. Oui. Donc, le champ des escroqueries est immense. D'ailleurs, c'est bien la preuve que, quand on voit l'intérêt que
les gens de manière générale portent aux imitateurs, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de... Quand on entend quelqu'un qui imite Jacques Brel ou que sais-je, on reste un petit peu pantois en se disant « Ah, quand même, c'est pas tout à fait comme ça ». Mais on l'écoute quand même, on cherche les différences. Et donc, c'est bien. Et on trouve toujours des différences. Donc c'est bien la preuve que c'est quand même une identité, quoi, la voix. T'as raison. Et ici, il y a, je l'ai mis d'ailleurs dans les sources, il y a un site où on peut voir des démonstrations. Alors, on ne sait pas faire le test soi-même encore. Peut-être que même c'est une bonne chose pour le moment, mais il y a des échantillons. Donc, il y a une page où vous allez voir tout un tas de phrases écrites. Vous avez un échantillon très court d'une personne, de la personne originale qui dit une phrase qui n'a rien à voir avec le texte que vous voyez. Et puis, vous allez avoir 2 échantillons avec des intonations différentes simulées de cette voix-là. Et c'est complètement bluffant. C'est vraiment bluffant. Donc voilà, allez tester, c'est très con. Je voudrais bien vous le faire entendre, mais je ne sais pas le faire. C'est très très bête. Je suis en train de réfléchir à voir comment est-ce que je pourrais vous le faire entendre et je n'y arrive pas. Donc je suis en train de regarder ici tous mes petits boutons. On va mettre le lien dans les... On mettra le lien, vous le ferez chez vous. Vous embêterez le lien dessus. Hein. Ouais. Et je le montre à l'image, vous comprendrez de quelle page il s'agit sans aucune difficulté. Donc voilà, à tester chez vous évidemment et à bien réfléchir de ce qu'on va faire de ces machins-là, parce que effectivement, moi ça ne me dit rien qui vaille, très, très, très honnêtement. Je pense même, à un moment donné, dans tout ce qui était chaîne de commandement militaire, on a mis, de plus en plus, on était très content quand on a pu faire des choses avec du son, après simplement le morse ou le papier avec un message dessus, pour justement identifier la source du commandement, pouvoir dire, ah oui, c'est bien mon général, j'ai reconnu sa voix. Et ça avait un intérêt. Ici, du coup, il n'y a plus... Enfin, c'est flippant. Voilà. Moi, j'ai pas d'autre mot que celui-là. J'essaierai d'en trouver un autre, où ma voix vous dira un autre mot que celui-là. Un jour. V comme Valencel. Valencel, c'est une marque. Mais une marque de quoi? D'un objet intéressant pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension. Voilà. Voilà, c'est un petit tensiomètre sans brassard. Alors, d'après Valencel, c'est une première mondiale. Donc, c'est un petit accessoire qui, si vous vous souvenez, dans la période du Covid, on a vu beaucoup ces petits machins qui permettent de mesurer l'oxygène qu'on met au bout du doigt et qui te donne ton taux d'oxygène. Voilà, la petite pince. C'est la même chose, mais ça te donne ta tension artérielle. Dingue. Donc, le truc que le docteur prend à peu près systématiquement quand tu vas chez le toubib et qui, effectivement, si on a des problèmes cardiaques, est quelque chose qu'on doit surveiller. Valencel, c'est pas une marque que je connais, je pense que vous la connaissez pas non plus, mais apparemment c'est une marque qui fabrique des capteurs depuis longtemps, qu'on va intégrer dans des accessoires divers et variés, dont des montres connectées, et ils ont travaillé avec leurs capteurs, ils ont étudié des grands volumes de données, et ils se sont rendus compte qu'en fait avec leurs capteurs ils avaient la précision pour pouvoir faire une mesure de tension fiable, simplement en prenant au bout du doigt. Ce qu'il faut savoir, on l'a tous vécu chez le docteur, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un brassard, brassard pince, serre, et puis à partir de là, on mesure la tension. Il y a des machines qui le font, on peut le faire chez soi avec une espèce de brassard qui remplace le toubib et qui fait exactement la même chose. Mais là, c'est complètement... Je vais pas dire non intrusif parce que le brassard est pas hyper intrusif, mais enfin c'est pas, il faut se déshabiller, il faut enlever la manche, c'est pas toujours très. Il faut être dans une position bien précise. Voilà. Et là, avec leur gadget, ils disent non, on n'a plus besoin de tout ça et on a la même mesure avec la même fiabilité que ce que fait le toubib, simplement en prenant au bout du doigt. Sans rien. Et comme on sait que la tension, enfin j'imagine que ça doit être important puisque les toubibs prennent systématiquement, donc c'est quand même quelque chose qui est quand même un indicateur important de la santé. C'est un accessoire qui peut être intéressant. Je pense que voilà, ils commercialisent le produit pour un petit peu lancer, démontrer, etc. Mais vu que c'est un fabricant de capteurs, j'imagine que leur objectif derrière, à terme, peut-être dans quelques années, c'est que ce soit intégré justement à des montres et à d'autres accessoires. Oui, mais déjà
sous ce modèle de petite pince qu'on te met sur le doigt quand tu es chez le médecin ou en milieu hospitalier. C'est un truc qu'on te fait régulièrement. Hein. C'est tout en discutant d'autres choses. Voilà, ça prend la mesure de tes pulsations et de ton taux d'oxygénation. Ça marche très bien. C'est chouette. Le tensiomètre électrique, c'est devenu quasiment, en tout cas en milieu hospitalier, on l'en voit partout. Des gros tensiomètres électriques qui font bien le boulot, etc. Mais même chez ma généraliste, par exemple, elle avait marre de prendre la tension, ça lui avait pété le poignet parce qu'il y a une petite poire à pousser pour faire monter la pression. Elle a dit j'ai mal à ma main. Elle m'a demandé vous savez ce que c'est? Bah j'en sais rien, moi je suis pas médecin, c'est vous. Et donc c'est voilà voilà. Bah, après si ça fonctionne, est-ce que c'est reconnu par le monde médical seulement parce que pas encore, mais ils ont demandé l'agrégation comme du matériel médical. Donc c'est les annonces CES. Hein. Okay. Donc ils ont annoncé au CES le produit, ils ont annoncé qu'ils ont demandé l'agrégation, qu'ils ont confiance de l'obtenir dans l'année, et donc aux États-Unis dans un premier temps, et donc d'avoir un produit qui serait reconnu comme un dispositif médical tout à fait normal. J'ai quand même un petit peu regardé, même si la marque n'est pas une marque grand public, ça semble quand même être une marque sérieuse, donc j'imagine que quand ils font l'annonce, parce qu'ils ont déjà des capteurs médicaux, donc j'imagine que quand ils font l'annonce, c'est pas comment dire, une start-up dans son coin qui invente un truc et qui dans 6 mois va se rendre compte qu'elle a pas l'autorisation, quoi. Ça m'a l'air sérieux. Les plus âgés d'entre nous ont peut-être dû subir cet examen, ce qui dure 24, 36 ou 48 heures, où justement on te met un tensiomètre qui prend ta tension tous les X temps pour contrôler voir comment ton organisme fonctionne, etc. et qui enregistre ta tension en plus que tes pulsations, etc. Et donc tu dois porter un holster qui est c'est un peu c'est vraiment embêtant, quoi. Dormir avec un brassard qui se gonfle toutes les 15 minutes, je t'explique pas le bazar. Ici quand même, si on arrive à en faire un petit bignou sympatoche qui tient, je sais pas, effectivement dans une montre ou dans une pince avec un morceau de sparadrap, tu vois, ce sera déjà beaucoup plus tolérable pour dormir, je pense. Sur le clavier. Oui, par exemple. Mais tu vois, et ça c'est une véritable avancée technologique au niveau médical, je pense. J'en parlerai à mon médecin. Je sais pas si Xavier avait un truc à rajouter sur ce sujet. Non, j'ai juste, c'est bizarre, le nom me faisait penser plus à une batterie ou quelque chose comme ça. Oui, c'est à ça que je pensais quand j'ai vu la fin du CE2L. Effectivement, t'as bien raison. Ok. Bon, c'est un épisode du coup qui s'achève tout doucement, donc n'hésitez pas, hein, comme toujours, à le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, ou par mail, ou par fax, par tam-tam, par pigeon voyageur, parce que vous voulez, par bouche à oreille, ça se fait aussi, de plus en plus, malgré le Covid. N'hésitez pas, il va y avoir, comme je le disais en début d'épisode, un bonus, il arrive, ou il est peut-être déjà là, allez écouter, allez regarder, sur YouTube, sur notre site lestechno.be et sur les bonnes plateformes de podcast. Une petite citation pour se quitter si vous voulez bien. Hop là! La connaissance n'a de valeur que si vous la mettez en pratique. C'est signé Anton Tchekhov. Pourquoi, effectivement, ne pas citer un dramaturge russe dans un épisode des Technos, surtout quand celui-ci est né en Crimée. Merci à tous les deux. Merci Xavier, merci Benoît, et on se dit donc du coup à très bientôt. Salut!